Je vais inviter tout de suite l'équipe du projet Submersion, qui est conduite autour du projet de l'artiste Alizé Depin. En principe, Gaël, Anne et Dominique vont nous rejoindre. Ils seront 4 à mes côtés. Hop. On va en accueillir 4 comme ça va accélérer encore. On était à 15-20 minutes de parole par projet sur la première section, on est passé à 15 sur la deuxième, et là ça va passer à 10. C'est la cadence d'accélération avant repas. Donc encore un peu d'attention, 40 minutes, 4 projets. Donc le premier, je le disais, il a été soutenu par Horizon Europe. Il sort d'une relation art-science qui s'est construite dans le dur, salut, et qui fait œuvre. Je reparlerai à chaque fin de présentation de projet de là où on vous trouve dans la Biennale, parce qu'évidemment on les a choisis pas par hasard. Chacun de ces projets est programmé dans la Biennale, soit en exposition, soit en spectacle dans les salles. Et je vous laisse tout de suite la parole donc à vous 4. Alizé Depin, qui est tout à gauche, Anne Chapuis à ses côtés, Gaël Durand qui est ici, et il me manque Dominique qui est par là-bas. Je vous en prie, c'est à vous, 10 minutes, top chrono. Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Gaël Durand, je suis directeur de recherche au CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Et effectivement, je coordonne un projet du précédent programme cadre appelé H2020 qui s'appelle Protect et qui rassemble 27 partenaires européens, 27 laboratoires de recherche avec l'ambition de mieux comprendre la dynamique et l'évolution des glaciers et des calottes polaires et de leur impact sur le niveau des mers. Et il y a maintenant 5 ou 6 ans, lors du montage du projet, je me questionnais fortement sur tout l'aspect de communication et en particulier de comment intéresser des gens non intéressés à cette thématique et à ses implications. Et il m'est apparu que travailler avec des artistes et proposer une œuvre était probablement le meilleur moyen d'y arriver. Ajouter à ça la volonté de travailler avec les étudiants en art, non seulement pour voir des nouvelles idées, une effervescence de nouvelles idées, mais aussi chercher à les intéresser à ces problématiques environnementales. J'ai donc eu le bonheur de contacter les ZAD, j'ai donc eu le bonheur de rencontrer Dominique, et après 2 années d'efforts, nous sommes arrivés à l'exposition que vous pouvez voir à l'Espace Vallès. Je prends la suite. Donc bonjour, Dominique Cunin. Donc j'enseigne à l'École supérieure d'art et design sur le site de Valence, puisqu'on a aussi un site à Grenoble. Et donc mon rôle dans cette histoire est un peu multiple, puisque je porte aussi une partie de la structuration de la recherche pour l'option design graphique. D'ailleurs, le terme de design n'est pas beaucoup apparu aujourd'hui, donc je me permets d'insister un petit peu sur cet aspect-là, puisqu'il s'agissait aussi quelque part d'une forme de design, puisque voilà, Gaël est arrivé avec une demande, avec un sujet, et il y a quand même eu un moment pas simple, où il fallait trouver l'articulation entre des enseignements qui devaient être dérivés de ces sujets, une recherche en pratique, en design, qui donnait voilà, une forme, on va dire, d'innovation à travers les technologies numériques qui sont un peu le fer de lance de notre section, de notre option en design graphique sur des thématiques, on va dire, éditoriales de manière un peu large. Et il s'agissait aussi de rendre quand même quelque chose à la fin, puisque projet européen, livrable, il fallait bien qu'on donne quelque chose. Et c'est vrai que 2 ans et demi n'était pas de trop pour réussir à organiser les 4 workshops qu'on a fait avec les différentes années donc de l'option design graphique, en particulier en master, mais pas uniquement. Et puis de produire aussi un environnement particulier pour une invitation en résidence qui a été montée progressivement pour que Alizé, donc qui prendra la parole à la fin, Depin, puisse venir nous aider, aussi avoir un regard d'illustratrice, de chercheuse aussi finalement, puisqu'on était tous dans un état d'esprit de partage des connaissances pour former, informer de manière un peu, on va dire, autre que des articles scientifiques, un public qui ne nous était pas forcément accessible de facto. Donc je vous invite bien sûr à aller voir ce qui est présenté à l'Espace Vallès, qui est essentiellement fait d'une vidéo et d'affiches avec un enrichissement en réalité augmentée. Je vais céder la parole à ma voisine, Anne. Merci. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Anne Chapuis, moi je suis chargée de communication au CNRS, à l'Institut des géosciences de l'environnement. Donc, je travaille dans Protect avec Gaël. Et donc, dans ce projet, l'idée c'était vraiment de garder une véracité scientifique, une exactitude. On ne pouvait pas se permettre en fait de produire une œuvre d'art qui négligerait en quelque sorte la science ou qui, pour simplifier, ne prendrait pas en compte en fait tous les résultats qu'on a pu produire dans le projet de recherche.
Donc on a eu plusieurs étapes, hein, comme on l'a dit, on a eu des workshops avec les étudiants. Donc il y avait toute une passation en fait des connaissances de la thématique qui est quand même pas connue de beaucoup de monde, où on a peut-être des idées reçues sur les glaciers, etc. Donc il y avait tout un travail de transmission de connaissances. Et ensuite, quand on a construit au fur et à mesure donc l'exposition, de s'assurer à chaque étape que la science était bien là et bien correcte. Donc voilà, c'était un petit peu mon rôle. Et donc je passe la parole à Alizée. Bonjour. Ravie d'être ici. Merci de nous recevoir et à toute l'équipe qui nous accueille. On est très bien accueillis. C'est vraiment agréable. Alors j'ai la chance en tant qu'artiste, dessinatrice, je suis dessinatrice, d'avoir pu collaborer avec toute l'équipe. Et depuis 4 ans en particulier, je travaille avec des chercheurs en sciences politiques, sciences sociales, maintenant sciences naturelles. Ce qui me permet de vraiment comprendre la déontologie scientifique pour chacune des disciplines et d'essayer de transformer chacune de ces disciplines en images et très respectivement la véracité de ces informations-là en images aussi. Donc c'est un travail qui m'intéresse beaucoup et qui se passe pour moi dans le livre, dans le milieu éditorial. Là, c'est la première fois que je fais ça pour une exposition. Donc comme vous l'avez compris, il y a eu beaucoup d'itérations et de l'apprentissage de tous les côtés, parce qu'on a eu la chance d'avoir les glaciologues avec nous à l'école des Beaux-Arts pour sérigraphier, réaliser des ateliers, informer les étudiants. Moi-même, c'était un apprentissage sur les connaissances. Pareil avec Dominique qui m'explique sa discipline. Dominique qui programme pour l'art et le design, donc le code informatique pour l'art et le design. Donc vous verrez dans l'exposition que c'est très transversal, qu'il y a et des posters imprimés, donc en termes de sensations visuelles, vous allez avoir plusieurs expériences. Et il y a aussi une animation qui reflète 2 scénarios différents d'une ville côtière, selon les scénarios du GIEC. Donc on est encore une fois très sourcé, très basé et très transversal dans tout ce qu'on fait, toutes nos connaissances. Et enfin, il y a de la réalité augmentée sur une série de posters en particulier. Donc voilà, c'est assez, j'espère être assez clair sur la teneur de l'exposition, et en même temps c'est une surprise que vous découvrirez demain aux alentours de 14h, si vous êtes avec nous. Mais en tout cas, c'était une collaboration vraiment riche et itérative entre les Beaux-Arts, le labo et moi qui ai eu la chance d'y être. Ah, vous avez été extrêmement rapide, je vous ai mis trop de pression peut-être. Peut-être une question dans la construction du projet, donc il s'est fait sur une dynamique, tu poses un projet, tu as une thématique, etc., horizon, il y a des sous et compagnie. Il y avait cette notion de pourcent artistique qui a amené à finalement développer beaucoup plus cette disposition jusqu'à l'œuvre. Alors, c'est pas exactement ça, c'est plutôt un principe que je me suis donné, c'est-à-dire que ce type de projet, donc ça représente 10 millions d'euros à distribuer en une trentaine de personnes, il doit avoir un volant de communication, de dissémination, aussi bien vers la communauté de recherche que vers le grand public. Et sur cet aspect de communication avec le grand public, sur lequel évidemment je suis moins familier, je me suis dit qu'une enveloppe pertinente, puisqu'évidemment la première chose c'était quelle était la hauteur de l'enveloppe qu'il fallait décider. Je me suis dit que le 1% artistique utilisé dans les bâtiments, l'émergence de nouveaux bâtiments, était somme toute un bon principe que j'ai cherché à appliquer dans ce cas-là. Et donc effectivement, sur les 2 millions proposés, j'ai réservé l'équivalent de 100 000 euros pour les aspects art, mais également pédagogiques du projet. Donc c'est pas formel, ce 1% artistique, c'est plutôt une importation d'un concept qui est resté le mien en fait. Merci de le partager. J'en profite parce qu'on a parlé de l'enjeu pour les artistes de vivre d'autres ressorts que la passion, l'eau et la fraîcheur du temps, qui de moins en moins en plus à la fraîcheur. On a donc la présence de Valérie nous amène aujourd'hui à aussi projeter ce que serait pas le pourcent, mais la bonne proportion dans les projets de recherche européens dont on voit quelles sont les enveloppes engagées à disséminer, à engager les habitants, les habitantes, les citoyens. S'il fallait que tu reviennes en arrière et que tu estimes a priori ce que serait le pourcentage sur ton projet consacré à cette phase-là du travail, est-ce que tu as mis assez ou est-ce que tu mettrais plus? Un ordre de grandeur pour qu'on puisse en causer en commission après. C'est une bonne question, pris à froid, là, comme ça, c'est pas forcément évident. Je pense que ce que je rajouterais, c'est du temps, en fait. Plus que... alors, on peut évidemment toujours faire plus, et plus on a de moyens, plus on peut faire. Mais
par rapport à l'usuel, je pense que c'est déjà une métrique qui est somme toute pas trop mal, en tout cas par rapport aux habitudes que je pouvais avoir précédemment sur les projets type ANR à nationaux. Mais surtout, bon, c'est probablement une évidence, mais trouver un langage commun, trouver des intérêts communs et faire converger tout ça, la métrique cruciale, c'est le temps, et c'est le temps de tous les acteurs. Donc clairement, si j'avais à refaire, probablement j'impliquerais l'Hexagone pour la diffusion, et également je mettrais pas sur les ressources financières à proprement parler, mais vraiment sur le temps qu'on doit y consacrer pour aboutir. C'était un marathon et le sprint final était Tendax. Et du côté de l'équipe artistique, même question, j'en sais rien, en tout cas une réponse peut-être complémentaire. C'est peut-être un tout petit peu plus compliqué à exprimer, puisqu'il y a plusieurs niveaux en fait à partir desquels on pourrait répondre. Le premier, c'est qu'on s'adresse à une école. Donc quand on a une commande comme ça, on pourrait dire, qui est formulée depuis un projet extérieur, comment est-ce qu'on arrive à l'absorber et à la fois à se l'approprier sans être à côté du sujet. Donc c'est pour ça que je parlais d'une structure pédagogique, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il faut qu'on s'engage dans une forme de recherche, une recherche en pratique, et qui va aussi aller chercher ces modalités de construction en lien avec ce qui est le cœur d'une école, c'est la relation aux étudiants et aux étudiantes. Donc ces questions-là ne sont pas résolues des mêmes façons dans toutes les écoles de France, et effectivement, quand on se retrouve avec cette opportunité, on peut aussi se retrouver un peu muet face à ça, ne sachant pas ce que ça veut dire de faire un travail de création en lien avec un sujet scientifique qui est actuel et qui engage aussi quelque part, on va dire, la citoyenneté et les modes de conception du monde que les étudiants et étudiantes ont par ailleurs. Comment est-ce qu'on arrive à en faire une force qui est à la fois quelque chose qui leur permet de s'épanouir dans leur domaine et d'aboutir à quelque chose qui est un peu, on va dire, hors des formats déjà connus. Donc là, il y a quand même une alchimie qui n'est pas simple à trouver, et cette question du art science, implémentée dans une recherche en pratique, en art et en design, avec une structure d'enseignement supérieur, n'est pas non plus une mince affaire. Et malgré tout, on avance, on apprend, et ce sera beaucoup plus simple la prochaine fois, n'est-ce pas? Certes. Et donc pour toi, Alizé, tu disais que tu avais eu pas mal d'itérations et de projets qui t'ont amené à cette relation art-science. Facile, finalement, de ton côté Facile, en tout cas agréable et intéressant. Enfin, moi, j'aime aussi le travail de longue haleine, l'endurance, on va dire. Donc ça m'intéresse toujours de pouvoir développer, rentrer longuement dans un projet et pouvoir rester longtemps dans cet univers-là, ce qui était notre cas finalement sur 2 ans et demi de travail. Et j'étais très consciente en rentrant dedans de la nécessité de pouvoir communiquer longtemps et finement et échanger très longtemps, donc d'avoir des scientifiques et des professionnels disponibles aux alentours. Et ça, c'est pas toujours gagné quand on travaille avec des scientifiques qui eux-mêmes peuvent être sur des projets qui leur prennent beaucoup de temps ou des projets qui les mettent aussi en situation de précarité, parce que ça arrive notamment dans les sciences sociales. Donc c'est assez complexe d'avoir autant on va dire, de facteurs bénéfiques sur un projet, que ce soit les personnes qui nous accompagnent ou qu'on rencontre, l'infrastructure, parce que les Stades de Valence était quand même un outil magnifique pour faire tout ça. On les cite pas, mais tous les assistants, j'ai été formée en sérigraphie là-bas, donc tous les assistants d'atelier m'ont vraiment accueilli et beaucoup aidé. Donc tout ça, c'est quand même que des choses extrêmement positives sur un projet qui, par nature, demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup de soins. Merci. Un petit mot pour conclure? Oui, 2 petits mots pour conclure. 2 petits mots. Enfin, 2 idées. Enfin, une idée et une invitation. Je voudrais souligner aussi, j'ai envie de dire, la nécessité d'avoir un passeur de sciences. En l'occurrence, dans le cas de Protex, c'était une passeuse de sciences, c'était Anne, parce qu'effectivement, les scientifiques, des fois, ils ont ou pas envie, ou pas le temps, et même avec la meilleure volonté du monde, et d'avoir quelqu'un capable de travailler à cet interfaçage-là est capital. Et la dernière chose, c'est qu'on n'avait que 10 minutes, et si vous avez été intéressé, que vous voulez en savoir plus sur ce processus d'itération avec les étudiants, comment on est arrivé, je vous invite à 18h lundi à la table ronde qui aura lieu à l'ENC Cube sur la presqu'île scientifique. Parfaite transition, je vous remercie tous les 4. Je vais appeler Mathilde Reynaud et Fabien Malbé à me rejoindre.
Donc Submersion qui est présentée, on l'a dit, à l'Espace Vallès, merci à vous. C'est une exposition qui est en accès libre et gratuit. Vous avez dans les programmes et ici un rappel des jours et des horaires d'ouverture. D'ici, on organisera demain, on proposera à ceux qui sont encore présents à 14h, alors pas d'ici en fait, depuis la Bastille, à faire une navette tous ensemble et aller voir cette exposition. Elle est ouverte, hein, elle est aujourd'hui entre 14h et 19h pour ceux qui veulent vraiment aller voir. On vous y encourage en plus. Donc faites vos choix. C'est ouvert, ce sera en autonomie. Il y a des trams, ça marche à pied aussi. Il faut une demi-heure à pied, il faut un petit quart d'heure en tram et bus. Une table ronde lundi prochain à 18h sur cette thématique qui réengagera toute l'équipe que vous avez vue là. Et une projection au cinéma Mon Ciné à Saint-Martin-d'Hers, juste à côté, littéralement à côté de l'Espace Vallès, le jeudi 13 à 20h45. À vous. Hop, Mathilde Reynaud et Fabien Malbé pour un projet qui s'appelle Ce qu'il reste à la nuit et dont je dirai où est-ce qu'on le trouve à la fin. Je t'en prie. Eh ben, bonjour, enchantée. Donc, je suis Mathilde Reynaud, artiste. Et donc moi, Fabien Malbé, donc directeur de recherche en astrophysique ici à Grenoble. Pour être un peu bref, Ce qu'il reste à la nuit est une installation numérique et multimédia qui sera présentée à l'espace de la Bastille à partir de demain. Pour faire court, dans cette installation, plusieurs éléments dialoguent ensemble, comme dans un écosystème, afin de créer une fiction qui réinterroge notre fascination pour l'espace, à travers un champ qui se veut non colonial et non expansionniste, et qui aussi se permet de réinterroger les imaginaires de science-fiction qui lui sont associés. Donc cette installation a pu bénéficier d'une coproduction entre le Frénois et l'Hexagone. Et l'Hexagone m'a permis de rentrer en contact avec l'OSUG, et donc l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble, et de rencontrer Fabien Malbé, sans qui l'installation n'aurait pas vu le jour, car elle a été pensée et conçue à travers un échange important. Alors, peut-être expliquer un peu comment ça s'est passé. Effectivement, on a été mis en contact via l'Hexagone, Mathilde et moi, parce que Mathilde cherchait un peu d'inspiration dans ce qu'on faisait. Et donc, moi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais je suis toujours assez ouvert, et donc j'ai emmené Mathilde dans nos laboratoires. On a visité, donc on a vu dans les images un certain nombre de lieux. Donc il y a des labos où on fait des tests. Donc moi je travaille sur l'interférométrie optique. L'interférométrie optique, c'est une technique instrumentale qui permet de coupler des télescopes ensemble. Donc au Chili, on a 4 télescopes qui sont similaires. On peut regarder les mêmes étoiles, et en mélangeant la lumière, on arrive à avoir plus de précision, plus d'informations. Et ça nous donne l'équivalent d'un très gros télescope. Et donc, on a des techniques de mélange de la lumière qui se font dans notre laboratoire. Et donc, j'ai présenté ça à Mathilde en rencontrant des étudiants, etc. Et après, je ne sais pas ce que ça lui a fait, mais ça lui a fait du bien, visiblement. Et on a fait aussi la visite de la coupole. Si vous allez sur le campus, vous verrez que pas très loin de la piscine, il y a un bâtiment avec une coupole, avec le télescope. C'est ça qui est affiché derrière, d'accord ? On a fait une petite démonstration, etc. Et puis, quelques mois plus tard, Mathilde est revenue. C'est pas comme le chat. Et en disant mais j'aimerais bien faire des choses dans ce cadre-là. Donc je te laisse peut-être expliquer. Oui, ce qui m'a tout de suite intéressée en fait avec les bancs d'optique, c'était la façon dont tous ces petites lentilles et les miroirs rappelaient en fait les lentilles et les objectifs de caméra, et je trouvais qu'il y avait un jeu sensible qui s'opérait entre ces outils qui nous permettent en récupérant la lumière, d'observer l'espace lointain et les exoplanètes, et du coup de tisser un récit du réel, et d'autres outils qui permettent de dessiner des images grâce à la lumière et de créer des fictions. Voilà, donc je trouve que c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée et qui a lancé le projet. Et une des premières questions sur lesquelles on s'est vraiment retrouvés et sur lesquelles on a échangé, c'était la figure de Elon Musk, qui est intéressante parce que la façon dont il a créé en fait SpaceX était vraiment en lien avec le cycle Fondation de Isaac Asimov, qui vient vraiment convoquer un imaginaire de conquête expansionniste.
et que justement il a quelque chose en tout cas d'assez toxique par rapport à la science de l'astrophysique et à comment on peut la penser autrement. Alors oui, c'est-à-dire que dans tous ces moments d'échange, il y a eu des moments où on a partagé, on a déjeuné ensemble, etc. On a partagé des idées, on s'est aperçu que finalement on se retrouvait sur un certain nombre de choses. Et effectivement, c'est assez inévitable dans le on va dire, contexte médiatique. La figure d'Elon Musk apparaît souvent comme un héros, on va dire, technologique. Et quand moi on m'interroge, mais même beaucoup de nos collègues, on est très sceptiques par rapport à cette approche-là. C'est-à-dire que cette vision d'aller dans des mondes ailleurs pour pouvoir mieux faire nous laisse assez perplexes. On est plutôt, en tant qu'astrophysicien, très content d'envoyer peut-être des appareils automatiques qui vont pouvoir faire des choses, mais envoyer des hommes, par exemple, sur Mars, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, on a discuté pas mal de ça. Et du coup, ça m'a rappelé aussi peut-être une démarche qu'on a pu avoir, peut-être pas nous directement, mais nos ancêtres astrophysiciens, quand ils allaient chercher finalement des sites pour pouvoir mieux observer sur Terre. Ils allaient dans des endroits reculés, des endroits où il faisait sec, souvent sur les façades occidentales des continents, parce que c'est là qu'arrive le flux océanique, et donc au-dessus des nuages. Et c'est ce qui fait que y a eu des observatoires au Pic du Midi en France, mais vous pouvez en avoir aussi pas mal sur la côte ouest des États-Unis, et puis dernièrement au Chili, où effectivement c'est un des meilleurs endroits pour pouvoir observer, parce qu'on a une qualité de l'air. C'est ça qui est important, une qualité de ciel qui est extrêmement forte. Mais en allant dans ces lieux-là, et puis il y a aussi Hawaï, en fait, on s'aperçoit rétrospectivement que finalement, on a eu une démarche un peu colonialiste, finalement, de ces paysages, sans vraiment s'intéresser aux personnes qui habitent là-bas. Et c'est vrai dans le désert d'Atacama, c'est vrai à Hawaï. Et donc, c'est des questions qu'on se pose. On a eu un prospective scientifique sur l'astrophysique, et un des thèmes était sur ces démarches un peu coloniales. Et donc, en discutant de ça avec Mathilde, on s'est dit, mais finalement, ce que fait un certain nombre de figures technologiques américaines, c'est une sorte de nouveau colonialisme dans le système solaire, et en plus avec des perspectives qui ne sont pas très, pas sûres d'être très efficaces en termes d'augmentation des connaissances. Et une autre question aussi sur laquelle on a particulièrement échangé, où on s'est vraiment retrouvés. Alors je sais qu'au sein de l'OSUG, tu as d'autres collègues aussi qui partagent ces idées-là, mais ce qui m'a vraiment plu dans ta démarche personnelle, c'est que tu as un lien très fort avec l'écologie et que tu essayes vraiment aussi de penser l'astrophysique dans ce champ-là et comment on peut interroger cette science autrement, parce qu'elle a un impact très fort sur la Terre. Alors, et du coup, ça va faire un lien avec mon collègue Gaël qui est passé juste avant, parce que là où je travaille, ce qui s'appelle l'IPAG, on est juste à côté de l'IGE où travaillent les climatologues. Il y a eu une prise de conscience finalement que dans la démarche scientifique, on peut mettre mettre en vision des phénomènes qui sont quand même très impactants sur l'humanité, sur l'humain. Mais que si, en mettant en œuvre ces moyens-là, on continue à détruire l'environnement, c'est un peu problématique. Alors, dans le cas des géophysiciens, c'était on va en Antarctique pour aller faire du carottage de glace pour pouvoir examiner finalement l'historique du taux de CO2 dans toutes les années. Mais pour aller là-bas, il faut consommer beaucoup de CO2. Donc finalement, on met en œuvre finalement des techniques qui renforcent l'effet qu'on essaye d'étudier. Et en fait, nous, ça nous a interrogés en astrophysique en se disant, mais est-ce que c'est le cas aussi dans notre discipline ? Et c'est tout à fait le cas. Il y a eu des études, on s'est aperçu que la discipline astrophysique était celle qui était la plus consommatrice finalement de CO2, que ça soit par les missions spatiales, que ça soit par les grands observatoires dans lesquels on emmenait du fuel pour alimenter nos télescopes, on amène l'eau puisqu'on est dans des déserts, etc. Et l'impact environnemental est extrêmement fort. Donc on a commencé à vraiment... Il y a une prise de conscience dans notre domaine de dire, est-ce qu'on continue finalement à essayer de trouver de la vie ailleurs dans notre galaxie tout en
tout en éteignant finalement celle qui était sur Terre. Donc il y a un vrai questionnement. On n'a pas forcément de réponse directe, c'est un truc qui est en cours, mais il y a un vrai questionnement sur ces questions-là. Et donc, ça fait un certain dilemme, mais voilà, on essaye, on continue. Et je pense que c'est un peu notre devoir de continuer à accumuler des connaissances, à les partager, mais il faut aussi se poser les questions sur ce qu'on en fait. Et du coup, la démarche avec Mathilde était intéressante parce que finalement, elle nous interrogeait aussi sur nos pratiques et comment on peut communiquer là-dessus. Merci à vous deux. Désolé pour la vidéo. Mais alors, c'est l'œuvre qu'on découvrira demain à 11h30, je vais le dire là, qui sera à la Bastille. Donc vous la verrez en vrai. C'est une installation en plus immersive. Il y a une qualité d'immersion importante. Donc la vidéo n'aurait pas rendu service à l'œuvre en tant que telle. Ce que vous avez dit était éminemment intéressant. Je précise que l'OSUG effectivement est un complice en fait implicite de pas mal de projets que l'Hexagone a pu programmer dans la Biennale ou qu'il a accompagné et qu'on est extrêmement heureux de projeter des choses avec vous et notamment dans ce décalage qui a opéré grâce à votre mise en relation. Donc merci à vous deux. J'appelle Nicolas Pruniel et Julien Delahaye à me rejoindre. Donc ceux qui restent à la nuit, le projet porté par Mathilde sera présenté à la Bastille. L'exposition sera inaugurée demain matin à 11h pour ceux et celles qui ne seraient pas inscrits et qui auraient du temps à passer avec nous demain à la Bastille. Venez, il ne fera pas froid, c'est promis. Donc c'est un accès qui sera libre, les jours et les horaires sont rappelés là. Et par ailleurs, Mathilde et Fabien seront présents sur place aussi le 15 février de 14 à 18h si vous voulez, autour de l'œuvre, pouvoir en apprendre plus sur place. Messieurs, bienvenue. Nicolas Pruniel, donc artiste de la compagnie Gravillon, et Julien Delahaye, chercheur au CNRS. Je vous en prie, si vous voulez bien, vous avez 10 minutes. 10 minutes. Ok, très bien, bonjour. Donc je suis Nicolas, je suis comédien dans la compagnie du Gravillon. Et donc le Gravillon, là en quelques minutes, c'est une compagnie de théâtre. J'ai mes petites notes de théâtre. Donc on pratique un théâtre plutôt physique qui se rapproche du clown. C'est une compagnie qui s'est créée un peu à la marge du monde culturel. On a commencé dans des réseaux de diffusion alternatifs, beaucoup chez l'habitant, dans des petits lieux, etc. Et donc aujourd'hui, on joue dans tout type d'endroits. On a créé un petit théâtre mobile qui nous permet d'équiper n'importe quel lieu. Donc on joue beaucoup en établissement scolaire, chez l'habitant, dans des petits festivals pour des communes, etc. Et puis on a été contacté par l'Hexagone qui nous raccroche au monde culturel. Alors je trouve avec beaucoup de respect et de douceur. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est important pour moi de le noter parce que je trouve ça très touchant comment vous respectez le fait qu'on est à la marge et qu'on veut y rester. Et par exemple, la tournée qu'on a faite ensemble, ils ont accepté qu'on la fasse à vélo. Et ça, je trouve que c'est pas rien. Voilà. Et donc, cette compagnie travaille depuis le début, en fait, dans une démarche art-science avec des scientifiques. Alors, sur la science, moi, ma relation à ce monde-là, elle a commencé très tôt. En fait, j'ai grandi dans une famille de scientifiques. J'étais plutôt destiné à être physicien, mais j'ai bifurqué un peu au dernier moment. Et donc pour moi la science c'est des personnes en fait, c'est des scientifiques ma famille, les scientifiques qui venaient, donc des humains. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup plus que la technologie, c'est de voir ces humains avec leurs failles, leur humanité, leurs faiblesses, leurs points forts, leur poésie. Et cette démarche, ce rapport au monde. Et donc voilà, on a commencé. J'avais un jour, j'ai créé un spectacle avec un personnage de scientifique dans mon parcours de comédien, qui m'a permis vraiment de lier mon travail de ma pratique du théâtre et du clown et ma vie de scientifique qui a jamais existé. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Julien, Jean-Louis, Yvonne et Sylvie pour la création d'un premier spectacle. Et donc cette équipe a continué, ça c'était en 2017. Et wow. D'habitude j'ai pas de micro.
Et donc, voilà, il y a une équipe qui s'est constituée, artistique et scientifique, qui grossit d'année en année. Donc là, aujourd'hui, on travaille donc avec donc toute une équipe artistique, des scientifiques donc de sciences humaines aussi et de sciences inhumaines. Je trouve que c'est une autre distinction que dure et molle. On accueille aussi des agriculteurs et agricultrices. Voilà, et puis le processus de création est ouvert à qui veut venir. Donc il y a aussi des gens qui viennent et qui viennent participer à ces temps de création. Avec, donc pour moi, au centre de ce travail, il y a vraiment les liens concrets. Donc là, depuis 2017, avec Julien, puis avec toute une partie de l'équipe, et qui sont vraiment, pour moi, c'est central de prendre soin de ces relations et du processus, en vue, bien sûr, de faire un beau spectacle au final. Mais le point central, c'est vraiment ça. Et donc de créer des amitiés, en fait, au fil du temps. Là, par exemple, hier, je jouais en scolaire, le technicien est tombé malade et j'ai appelé des scientifiques avec qui je travaille pour leur demander, parce qu'ils connaissent le spectacle, s'ils pouvaient reprendre la régie au pied levé. Il y en a un qui a répondu à l'appel. Voilà, c'est un exemple comme ça. Donc voilà, aujourd'hui la compagnie elle travaille beaucoup sur les problématiques environnementales, parce que c'est le sujet qui nous interpelle et auquel on a envie de consacrer notre énergie. Et donc il y a eu 2 premières conférences qui ont tourné. Là en ce moment il y a Point de bascule qui se joue, et une autre en cours de création, on ne sait pas encore comment elle va s'appeler, avec, là il y a 30 chercheuses et chercheurs avec nous, des agriculteurs, voilà, tout type de personnes, avec bien sûr ce personnage. Alors on avait préparé des transparents, mais j'ai pas pu mettre le rétroprojecteur là sur le vélo. Du coup on a ramené Barthélemy Champenois, le personnage, voilà, pour le présenter. Eh bien, voilà. C'est étrange comme association là, de devenir comme un PowerPoint. Et bien voilà, je me présente, je m'appelle Barthélemy. Alors je ne sais pas combien de temps. Est-ce que ma présentation compte dans le. Parce que les non, elle est 3-4, comme tu veux, vas-y. D'accord, c'est bien. Je vous laisse la parole, Julien. Voilà, je m'appelle Barthélemy Champenois, voilà, je suis scientifique. Alors, aujourd'hui, je me présente plutôt comme un méta-scientifique, si vous voulez, voilà. Et bien, au-delà de la science, et voilà, au-delà du CNRS. Voilà. Oui, alors peut-être y a-t-il des questions? Vous allez voir, c'est pas commun de poser des questions à un slide, ça se fait pas tous les jours. Hein. Oui. Est-ce qu'on peut vous filmer? Oh, je sais pas, oui. Il n'y a pas de problème. Alors, allez-y. Votre créateur de mode... Votre coiffeur. Alors, oui, je n'en ai plus. J'ai appris depuis le confinement, oui. Moi, un méta-scientifique, je lui demande pourquoi. Pourquoi Je n'aurais pas de réponse à apporter sur le plan de la métascience, parce que là, en 3 minutes, parce que là, après, il y a toute une série de... vous voyez, Julien, il doit enchaîner derrière, et alors moi, j'ai déjà dépassé complètement le temps, vous voyez. Donc peut-être que derrière, oui. Oui, donc vous parlez de métascience, mais quid de la pataphysique? Alors la pataphysique, oui, vous voulez parler par exemple de pataphysique quantique? Ah bah toutes les pataphysiques. Oui, toutes les pataphysiques, tout type de... Oui, alors j'ai des collègues en effet qui travaillent à pataphysique. Finalement, ce sont 2 disciplines assez proches. Et moi, en fait, je suis parti un petit peu tout seul. En fait, bon, je suis parti, c'est finalement le CNRS qui est parti de moi, pour me diriger vers la métascience. Voilà. Peut-être je vous laisse continuer. Je ne sais pas s'il reste du temps. Voilà, c'est bien. Bon, c'est pas facile d'enchaîner derrière. Donc, moi, je suis le scientifique de service, donc je vais parler un peu méthode. Hein, on est aussi là pour ça. Donc, notre mission Apollo à nous. Alors, le budget était un peu plus petit que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, comment on a travaillé? Ça a commencé par une déclaration d'amour d'Emmanuel, qui travaille à l'Institut géophysique de l'environnement, qui a dit à Barthélemy: j'adore ce que vous faites, j'aime votre travail, et si un jour vous faites quelque chose sur le changement climatique, appelez-moi.
Et donc, voilà. Voilà, Nicolas donc l'a contacté et après on a rassemblé une équipe qui avait envie de travailler sur ce sujet. Ça a démarré comme ça. Et donc la méthode de travail, c'était déjà un peu comme ça pour le spectacle précédent. En gros, la première année, on parle essentiellement science. Donc on se réunit, on va dire, une journée ou une demi-journée par mois. Et on se fait des présentations scientifiques entre nous. Des fois, on fait appel à des extérieurs si on n'a pas les compétences dans le groupe. Et puis là, l'idée, c'est de se construire une culture commune et aussi d'approfondir nos connaissances, voilà, de se partager des lectures, etc. Et aussi, surtout, de définir ce qui est vraiment important pour nous, c'est-à-dire les points scientifiques qu'on veut vraiment traiter dans le spectacle. Et après, la deuxième étape, donc ça, pour Point de Bascule, ça a duré 1 année. Là, c'est l'équipe artistique qui programme des résidences, des semaines de résidence. Elle commence à proposer des impros, des morceaux de spectacle. Elle les propose à l'équipe artistique et aussi au public quand il y a des sorties de résidence. Et puis là, il y a des retours, des échanges, et puis ça se construit comme ça progressivement. Voilà. Alors peut-être le point important, c'est de comprendre comment autant de scientifiques, qui sont, si vous en connaissez, qui sont des gens toujours extrêmement occupés, qui n'ont jamais de temps libre, comment ils acceptent de consacrer autant de temps à un projet comme ça. Je pense que vous avez vu Barthélemy, donc vous avez déjà un élément de réponse. Parce que Barthélemy est beaucoup plus amusant que la plupart de nos collègues, donc ça c'est... Il faut bien le dire. Voilà. Premier élément. Deuxième élément, c'est parce que ce projet-là, c'est un projet militant, donc qui fait sens, en tout cas qui faisait sens pour toute l'équipe. Et il y a 2 autres éléments aussi. Le fait qu'on construise vraiment tout le spectacle ensemble, du début. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi, c'est ça qui me motive aussi dans ces projets, c'est qu'on co-construit ensemble. Et donc, les scientifiques peuvent apporter des contributions artistiques et à l'inverse, les artistes viennent vraiment chercher une compréhension très profonde de la science et des fois, ils nous poussent un peu dans nos retranchements. Oui, Barthélemy. Et le dernier point, c'est qu'il y a une règle, en fait, que depuis le début, quand on travaille ensemble, il y a une règle implicite qui est que l'équipe artistique, elle est très, très attentive à la rigueur scientifique. Donc ça plaît beaucoup, vous imaginez bien, aux scientifiques. Et à l'inverse, tout le monde dans l'équipe scientifique sait, même si c'est jamais dit, que c'est toujours les artistes qui ont le dernier mot. Donc ça, c'est une règle qu'on s'est jamais dit, mais c'est comme ça que ça marche. Et voilà. Et donc, ils veillent en particulier à ce que ça se transforme pas. D'accord, il y a des lobbies, les scientifiques, ils savent faire du lobbying pour pousser leurs idées, mais à la fin, les artistes, ils veillent à ce que ce soit pas une conférence ou un cours, et que ça reste vraiment un spectacle. Voilà. Donc ça plaît aux artistes. Merci à vous deux. Alors, oui. alors, je ne sais plus qui parle là. Attendez, Voilà, oui, donc, juste parce qu'il y avait dans la consigne, si on a encore 1 minute. Génial. Oui, de dire ce qui nous bouleverse, ce qui nous met en mouvement dans cette relation art-science. En 10 minutes. Donc oui, il y a cette question d'exigence, des exigences scientifiques et artistiques qui se rencontrent et qui ne sont pas forcément les mêmes et qui peuvent se frotter à des moments où on a mis un petit moment à ajuster sur le premier spectacle, sur la lumière. Oui. Non, je sais qu'on est surveillé. Et donc, voilà, c'est vraiment un endroit que je trouve passionnant de trouver comment répondre à ces différentes exigences-là. Le fait de travailler, d'ouvrir le temps de travail à des personnes extérieures au monde culturel, notamment à des scientifiques. Là, aujourd'hui, il y a 30 scientifiques qui regardent les improvisations, donc ça, c'est pas rien. Et de sortir du confort, en fait, de rester entre soi, entre personnes de la même discipline, mais d'avoir des personnes qui ont d'autres langages, qui peuvent avoir des fois des retours beaucoup plus directs, voire vexants par moment. Et donc d'apprendre à se parler et à avancer ensemble. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merveilleux, belle synthèse. Merci à vous deux. Le spectacle, il est complet dans la programmation d'Experimenta, mais ça tourne partout et on aidera toujours à ce que ça tourne encore plus. compagniedugravillon.fr pour les dates. Et puis, sautez-lui dessus. Faites gaffe à ne pas réveiller le monstre avant le repas, sinon ça risque d'être compliqué. Et merci à vous. J'appelle le dernier collectif à me rejoindre. Yves Monnier, Laure Breyer, Marc Higuin et Olivier Labussière pour le projet Strat. Alors, ce projet, il est dans les murs du musée, un peu comme tout à l'heure Sébastien le suggérait, c'est un peu
la trappe couillon qui fait que vous aurez besoin et envie de tomber dans le musée de Grenoble, mais c'est quand même un objectif pour nous que vous alliez voir Strat d'abord. Donc désolé Sébastien, c'est quand même ça qui nous amène ici pendant ces 3 semaines à venir. 10 minutes, on vous les consacre, il n'y a pas de raison qu'on économise mes tracas informatiques et puis les tracas circassiens. Par ailleurs, je vous laisse la parole et voilà. Alors, je vais commencer. Bonjour, moi je suis Laure Braillet, je suis maîtresse de conférence à l'école d'architecture de Grenoble et chercheur au laboratoire Cresson. Et d'abord, merci beaucoup. En fait, merci pour cette invitation à partager le projet Strat. Je pense qu'on est tous les 4 très heureux, très émus de voir l'aboutissement de ce projet et qu'il y a 4 ans en arrière, on n'était pas persuadé de la forme, des formes que ça allait prendre et de l'accueil que ça allait avoir. Donc merci bien. Alors tout d'abord quelques mots peut-être sur le thème de ce projet et les questions qu'il porte, avec un point de départ très simple, le fait que nous respirons. Au cœur du bassin d'air grenoblois, nous respirons. Les arbres respirent, les cheminées exhalent, les poussières volent, les pollens se déposent, les sables du Sahara teintent le sommet des montagnes. Alors qui prend part à cette atmosphère ? Par quel processus, sous quelle forme et à quelle échelle ? Comment est-ce qu'on peut se rendre sensible à ce type de participation ? Comment est-ce qu'elle nous affecte ? Est-ce qu'on peut parler de l'air comme de quelque chose que nous avons en commun ? Voilà, c'est autour de ces questions qu'on s'est retrouvés, à la fois Yves Monnier, artiste, nous 3, chercheurs, Olivier Labussière et Marc Higuin, mais aussi des collectifs habitants, pour essayer de trouver des manières d'explorer, des façons de porter attention à nos relations à l'air et à nos relations à l'atmosphère dans ce bassin grenoblois. Et en fait, on a fait cela en produisant 21 pochoirs et un film enquête que vous pourrez donc découvrir cet après-midi dans l'exposition. Ces pochoirs, tout comme les images filmiques, sont en fait des surfaces sur lesquelles sont venues se déposer toutes les participations atmosphériques qu'on aperçoit dans ce dessin. Un dessin d'Emmanuel Pilon, et qui se côtoie dans le bassin d'air grenoblois. Bonjour à toutes et à tous, Olivier Labussière du laboratoire Pacte. Donc effectivement, on a développé avec des collègues Jean-Paul Thibault, Suzelle Balès du laboratoire AU Cresson, un projet qui s'appelle Sensibilia et qui porte sur les relations entre l'écologie et le sensible, et en particulier, pour être plus précis, sur ce qui est infrasensible, ce qui se situe aux limites de nos expériences, aux limites du perceptible. Comment est-ce qu'on fait pour aller visiter les franges ? Alors on peut tout à fait effectivement se munir d'un télescope, mais on peut aussi jouer de nos dispositions sensorielles et jouer de nos imaginaires et nos capacités à imaginer des dispositifs pour aller saisir une information et la rendre et la ramener dans le champ du visible et du perceptible. Donc on a joué à ça depuis 5 ans et avec beaucoup de bonheur avec Yves Monnier, avec l'appui de l'Agence nationale de la recherche et du LabEx ITEM, qui est une fédération de laboratoires grenoblois et qui a notamment accepté, au moment où on a déposé une demande de moyens, de s'interroger sur sa vocation. Est-ce que sa vocation était uniquement de financer de la recherche ou est-ce qu'elle était aussi de financer la partie artistique ? Donc, ce projet a aussi travaillé les institutions dans ce qui est leur scope. Voilà. Et elles ont accepté finalement d'aller au-delà de ce qui était leur périmètre pour qu'on puisse cheminer avec Yves Monnier tout au long du projet et donc avoir une partie artistique qui est réellement financée. Bonjour à toutes et à tous. Moi, pour ce projet, je m'appelle Yves Monnier. J'ai bénéficié de l'accompagnement de l'association Mediart, dont Frédéric Ribolovic est une des représentantes, présente ici quelque part. Voilà. Du soutien du département de l'Isère et de la ville de Grenoble. Voilà, sur la ville de Grenoble, dans le cadre d'une résidence de 3 ans que je fais sur le territoire de la ville de Grenoble de 2024 à 2026. Et voilà, je passe la parole à Marc. Ouais, peut-être Marc Higuin, laboratoire Cresson. Peut-être j'explique vite. La carte, on reste avec la carte vite. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a développé un protocole de co-enquête qui tourne autour de ce que Yves appelle des pochoirs atmosphériques. Il va vous en parler un peu plus dans un petit moment. Et avec ces pochoirs, on a été à la rencontre du bassin d'air. Comme Laure l'a dit, un bassin d'air dans lequel nous vivons
qu'on respire et qu'on participe. Alors, on a sur 3 ans, à peu près, je crois que c'était, on a déployé 21 de ces pochoirs dans le bassin métropolitain. Et ces 21 pochoirs dessinent 3 lignes dans ce paysage, dans cette atmosphère. La première descend du centre-ville au sud et qui suit les grandes infrastructures métropolitaines. Le deuxième commence aussi de la centre-ville et piste les arbres, les pollens sur les pentes de Belden. Et le troisième dessine la ligne des falaises du Vercors. Et en accompagnant ces pochoirs, on a aussi développé une nouvelle, pour nous, forme d'écriture scientifique, c'est-à-dire un film recherche, ou plutôt la recherche par le film. Alors, à la fois une mode d'enquête, une méthodologie, mais aussi une forme finale, une forme de partage. Alors, les pochoirs et ce film, c'est ce qu'on présente au musée, que vous allez voir cet après-midi, qui est accompagné aussi d'un coin biblio, où on a mis pas mal de références autour de la question de l'air et de l'atmosphère, mais aussi des publications d'articles scientifiques qu'on a coécrits à 4. Alors, juste pour souligner que toutes ces productions, c'est une production collaborative, collective, entre art et sciences sociales, sciences humaines. Yves, tu veux nous parler de pochoirs ? J'étais captivé. Oui, donc en quelques mots, en tant qu'artiste, moi j'ai un travail sur les rapports sensibles à l'air depuis une dizaine d'années dans 3 régions du monde, à Fukushima Daiichi, dans le bassin du Mississippi, dans le delta du Mississippi, et dans le bassin grenoblois, donc à travers Strat. Et mon travail se résume à produire des œuvres en collaboration avec les paysages. Et donc je dépose des œuvres dans différents paysages, et c'est les environnements eux-mêmes qui viennent donner corps à l'image à travers toutes les particules qui peuvent être présentes dans l'air, dans l'eau, les passages d'animaux, l'activité humaine, non humaine, qui viennent se déposer dessus à travers des pochoirs. Et donc, moi, je récolte ces différentes nuances de dépôts atmosphériques, que j'appelle des imprégnations atmosphériques. Et donc, je produis toute une série de portraits de lieux, on va dire, comme ça, qui sont des participants à l'atmosphère. Merveilleux, merci beaucoup. Donc Strat est visible au musée de Grenoble. On va conclure cette matinée. Je vous demande encore quelques minutes d'attention pour qu'on vous briefe bien sur les suites. Strat, donc visité cet après-midi par groupe, visible. Sur la une minute, je voulais dire un petit. Ah pardon, mais carrément, excuse-moi, vas-y, je t'en prie, le film. Sur le. On a un problème avec les vidéos et les films cette matinée. Oui, carrément. Oui, tout simplement parce que pour vous partager un petit peu ce dispositif qui est effectivement multidimensionnel. Sur la question du film, c'était notre manière de faire science avec Laure et Marc, et effectivement de s'interroger notamment sur la question des fonds. Comment est-ce qu'on peut relationner avec les fonds au sens des fonds écologiques, ce qui est en arrière-plan de nos modes de vie, mais ce qui est aussi une question de cinéma. Comment est-ce que ce qu'on peut considérer d'habitude comme un décor ou un arrière-plan, au sens de l'arrière-plan des personnages, peut, à la caméra, être récupéré comme une dimension éminemment active, quelque chose qui vient animer le plan. Et en ce sens-là, l'exposition Strat, de ces 2 dimensions-là, à la fois une réflexion sur les fonds écologiques, au milieu de quoi vit-on, et la question de notre rapport à l'image aussi, et la capacité à demander, comme l'a dit Yves, au paysage, sa participation à la création d'une image. Et ce qui est une manière de se mettre en relation avec l'atmosphère. Et peut-être pour finir, juste... Ah, c'était moi ? Ah non, c'est bon, ça marche. Ouais, c'est bon. Ces 4 ans ont été une aventure en termes de développer ces formes ensemble, mais c'est aussi été une rencontre de différentes formes d'économie. On a parlé un tout petit peu aujourd'hui. Je crois que c'est important à souligner. Différentes formes d'économie dans le sens de les communautés de partage dans lesquelles les formes circulent. Comment ils circulent, comment ils prennent sens et comment ils prennent valeur.
Et il a quelque chose de... Ouais, c'est peut-être quelque chose qu'on peut parler plus cet après-midi. Mais comment, en fait, c'est pas toujours simple. Cette rencontre de différentes économies, de différentes manières de construire la valeur. C'est celui-là qui est mort, en fait. Ils sont tous morts. Ils ont faim. C'est ce qui me permet de conclure sur le fait que, justement, pour répondre à toutes ces questions de rencontre des différentes économies, on a décidé de se fonder en collectif de travail. Et donc, pour les mois, les années à venir, ou là, le futur, on va dire, on a décidé de créer une entité, en fait, qui dépasse, du coup, soit le réseau purement scientifique, soit le réseau purement culturel, pour être en interface avec ces différentes économies. Et aujourd'hui, on se présente comme le collectif Strat. Eh ben, merci à vous et longue vie au collectif Strat. Oui. Bravo pour ça.